Merci. J'invite Monsieur Linhart, l'anesthésiste, à... Bien, merci de votre invitation. Merci de nos prédécesseurs. Alors, je n'ai pas d'avis sur la loi Touraine. Et merci de nous proposer d'avoir plus de postes pour former des anesthésistes réanimateurs qui seront donc partagés avec les chirurgiens. Merci, c'est une demande que nous avons. Pour ce qui est de l'exposé de Maître Cohen, bien sûr, je suis plus que d'accord avec tout ce qu'il a dit. Peut-être un élément qui est pour l'arrêt Farsa, qui est le fait qu'il y ait une obligation générale de prudence et de diligence de tous, c'est le regard du chirurgien sur la présence de l'anesthésiste et réciproquement le regard de l'anesthésiste. S'il voit une pratique qui lui paraît dangereuse, il a l'obligation de le dire. Par exemple, on parlait tout à l'heure des médicaments et du référent, hein, c'est un vrai problème. Le chirurgien, le référent, il inscrit les médicaments, mais bien évidemment, quand l'anesthésiste passe sa visite et qu'il voit qu'il peut y avoir des interférences médicamenteuses, il modifie et il engage sa responsabilité. Brièvement, je dirais que le premier point, c'est que c'est une mauvaise idée d'imaginer qu'en chargeant un collègue d'une autre discipline, on améliore sa situation propre. Pourquoi ? Parce qu'en général, les experts, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, j'y reviendrai tout à l'heure, comme les magistrats, et là il n'y en a que de bons, vont avoir une réaction, en gros, symétrique. Ah bon, il a que celui-là. Donc, Mme Pellier nous l'a très bien dit. Une position de quelqu'un qui répond aux questions, qui argumente et qui assume sa responsabilité. Si je dis ça, c'est bien sûr pour des raisons morales, déontologiques. Je vous présente aux élections au Conseil de l'Ordre, la ville de Paris, bien prochainement. Et c'est pour tout ça. Non, c'est surtout parce que c'est un très mauvais système de défense que de se cacher derrière un autre. Deuxième remarque, un petit peu plus historique, celle-là. Nous avons été confrontés, en anesthésie-réanimation, au problème juridique tout de suite. Les premiers malades anesthésiés, décès, procès. Bon. Et donc, on a essayé d'y répondre d'une manière juridique. Et puis, petit à petit, on s'est dit, on va faire différemment, on va essayer de réduire le nombre d'accidents. Avec les recommandations, tout ci, tout ça. Et alors, on a eu la corporation, les syndicats, là c'était l'ASFA qui faisait ça, contre nous. Comment vous donnez des arguments aux avocats des patients, en leur disant comment il faut faire. On a considéré que le rôle d'une société savante et des médecins en général, c'était d'améliorer la qualité et la sécurité. Donc on s'est engagé dans ce que vous savez depuis 20 ans, décret pour avoir les moyens, l'analyse et maîtrise du risque depuis une quinzaine d'années. Alors, vous savez quoi ? Ça marche. On a réduit la mortalité par 10. Et vous savez quoi ? Les assureurs, ils augmentent moins les primes pour les anesthésistes réanimateurs que pour les chirurgiens ou pour les gynécologues obstétriciens. Donc, on a publié dans Anesthésiologie, ça, c'est bon pour le narcissisme de la discipline, mais on peut croire que c'est vrai ou pas malgré tout. Mais si les assureurs pensent que c'est assurable, ça doit être vrai. Donc, le deuxième message qui va dans le sens de ce que faisait remarquer tout à l'heure Maître Cohen, la réponse aux médico-juridiques n'est pas juridico-médicale, elle est exclusivement médicale. Les bonnes pratiques. À propos, les experts, et il y en a qui disent blanc, il y en a qui disent noir. On a été confronté au problème des mauvais experts dans la discipline. Et j'ai des noms, je ne vous les donnerai pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, ils sont donnés par la cour d'appel, hein, pas par les sociétés savantes ou les compagnies d'assurance, mais ça a été dit tout à l'heure. Bon. Eh bien, on a poussé un certain nombre de gens à se former à l'expertise. Ils y sont allés, ils ont asséché le marché des mauvais. Et ça va beaucoup mieux. Donc, on ne dit pas les experts sont mauvais. On dit je vais me former à l'expertise, je vais pousser des gens de qualité à aller à l'expertise et on arrête de pleurer. Je peux vous dire que j'ai dit ça en anesthésie-réanimation il y a pas mal d'années. Ça a apporté quelques fruits.
Pardon, je quitte ma casquette SFAR quelques secondes, je prends celle de la CNAMED. Il y a une formation pour les experts qui est organisée avec la FSM et l'ONIAM. Dernier point, où sont les gains de santé maintenant? Bon, on en a gagné au bloc opératoire, on est passé de 1 pour 1000 à 1 pour 10 000. Après, on a fiabilisé la salle de réveil, on est passé de 10 000 pour 100 000. Comment on va faire pour diminuer? Ben, on sait où c'est. C'est le post-opératoire. Eh bien, en post-opératoire, c'est là où est la zone grise. Ce que je veux dire, c'est que le flou est dangereux pour les malades, parce qu'on ne sait pas qui va faire quoi. Donc, pour les médecins, donc pour les assureurs. Ben, la solution, c'est qu'il faut qu'on sache qui fait quoi. Alors, vous allez sur le site internet de l'ASFAR, vous avez les égards, états généraux de l'anesthésie et réanimation. On a essayé de préciser un petit peu les choses. Et puis, il y a eu 2-3 congrès où on s'est trouvé avec un certain nombre pour dire qu'entre anesthésistes et chirurgiens, on se met d'accord sur endroit par endroit qui prescrit l'anticoagulant, l'antibiotique, etc. Et c'est pas Peut-être encore un mot, si vous me permettez. La checklist, qui est un élément de la sécurité, c'est le moment où le chirurgien, l'anesthésiste et la panseuse se parlent, et ce n'est pas fait. Il y a peut-être encore moyen de s'améliorer. Je vous remercie de votre attention.